y a 10 ans, Jérôme Brugère était courtier en assurance. Il vendait à tour de bras des contrats d'assurance vie, le placement préféré des Français. Aujourd'hui, l'assureur est devenu un repenti. Il dénonce une machination des compagnies pour détourner une partie de notre épargne. Tel que le système fonctionne aujourd'hui dans l'assurance vie, c'est un système de spoliation organisée. C'est ce qu'on appellerait, alors le vol ne serait impropre juridiquement, parce que vous avez confié votre argent, ce serait une escroquerie en bande organisée avec astucieuse, une délinquance astucieuse, évidemment, bien sûr. Selon Jérôme Brugère, 1 million de Français seraient privés de l'argent dont ils doivent bénéficier depuis la mort d'un proche. Dans le plus grand secret, les grandes compagnies d'assurance garderaient ce qui leur est dû dans leur coffre. Le contrat n'a pas prévu simplement d'identifier déjà clairement votre bénéficiaire, et deux, l'assureur ne vous a jamais informé qu'il n'était pas tenu de rechercher le bénéficiaire. Et quand bien même les gens sont en mesure de réclamer, vous êtes face à une opacité totale de l'assureur qui refuse de communiquer sous couvert d'une fausse confidentialité les éléments du contrat pour lequel, par exemple, vous pourriez être bénéficiaire. Selon les chiffres de 2014 du gendarme des assurances, 4,6 milliards d'euros ont été dissimulés par cette délinquance en col blanc. Car beaucoup de Français ignorent qu'ils sont les héritiers d'une assurance vie. Et les géants de ce secteur florissant se sont souvent gardés de leur faire savoir. Le bénéficiaire qui n'est pas au courant qu'il l'est, puisqu'on ne l'a pas prévenu, quand viendra-t-il se plaindre puisqu'il ne sait pas qu'il est bénéficiaire? C'est aussi simple que ça, 2 tiers des familles françaises ont placé leur confiance dans l'assurance vie. Un trésor de plus de 1500 milliards d'euros qui génère de gros intérêts que certaines grandes compagnies ont souvent empochés au lieu de chercher leurs bénéficiaires. Effectivement, c'est plus facile de ne pas faire de recherche et de garder l'argent pour soi. Mais ce qu'on attend, c'est que les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie puissent en bénéficier le moment venu. C'est aussi simple que ça. L'épargne retraite non plus ne tient pas toujours ses promesses. Cet argent, investi pour percevoir une meilleure retraite, a parfois disparu des caisses de mutuelles. On me promettait un complément de retraite de 3 020 €. Et à l'arrivée, cette rente se réduit à 2 224 €. Et puis voilà. Certains ont gardé l'argent mis de côté pour nos vieux jours ou pour nos proches après notre mort. D'autres ont sabordé nos complémentaires retraites. Malgré les condamnations, des compagnies d'assurance ou des mutuelles contourneraient parfois les lois et détourneraient notre épargne avec la complicité de l'État. Patrick Mansat fait partie de ce million de Français qui n'ont pas été informés qu'ils sont bénéficiaires d'une assurance vie. Ce matin, il vient à Lyon pour demander conseil à l'ancien assureur repenti. Bonjour M. Brugère, bonjour M. Mansat, vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Est-ce que vous avez eu des nouvelles pour votre dossier? Est-ce que l'assureur vous a bien écrit? Alors pour le moment, j'ai rien. Je prends toujours... Jérôme Brugère a créé une association qui défend les particuliers floués par les compagnies d'assurance. Patrick Mansat a besoin de son aide pour un vieux contrat qu'il a retrouvé dans les affaires de sa mère après son décès il y a 8 ans. Au cours de divers rangements, j'ai découvert une enveloppe qui contenait une assurance vie. Cette assurance vie avait été contactée par mes parents dans les années 53 et j'ai découvert les versements des sommes astronomiques, ce qui m'a vraiment surpris. Cette assurance décès contractée par son père promettait 2 millions de francs à sa famille en cas de mort accidentelle. Une fortune pour l'époque. Et justement, le père de M. Mansat a disparu dans un accident en 1975. Mais pendant 40 ans, l'assurance ne s'est jamais manifestée. À partir de là, j'ai donc étudié tout ça, j'ai pris contact avec mon assurance. Et alors, je lui ai demandé ce qu'elle comptait faire pour la suite à donner. Et quelques temps après, j'ai eu un coup de fil de cette personne me proposant une somme pour 2 millions d'anciens francs, une somme de 4,72 €
Vous entendez bien, 4,72 € pour toute indemnisation. Et comme j'ai 2 frères, nous avions cette somme à diviser en 3. Aujourd'hui, ce que vit M. Mansa, et là je comprends, je mets sur l'aspect humain, l'assurance vie, c'est aussi un sacrifice. Ce sont des gens qui se sacrifient, ils veulent transmettre, ils veulent donner. Donc c'est quelque chose dont eux ne jouissent pas de leur vivant, mais qu'ils veulent transmettre à d'autres. Donc ça, c'est un aspect déjà important, puisque là, on ne parle que d'argent, on est bien clair. Donc pour revenir sur l'aspect argent, car c'est qu'une question d'argent tout ça, l'assureur va proposer effectivement des sommes dérisoires, espérant qu'effectivement le consommateur accepte ce type de somme. Les sommes sont tellement dérisoires qu'elles ne sollicitent pas d'une certaine façon l'engagement d'une procédure. Finalement, la statistique veut que sur 100 personnes, peut-être que 5 iront en procédure, que sur les 5, 2 ou 3 continueront parce que les frais coûtent cher, et au final, si l'assureur se doit de contenter de payer 1, 2 ou 5 personnes sur 100, écoutez, faites le calcul, l'addition est très juteuse. Selon Jérôme Brugère, certains assureurs miseraient sur l'ignorance des bénéficiaires des assurances vie. Pourtant, la loi prévoit qu'ils en soient informés. Dès la signature du contrat, l'assureur doit demander à l'assuré de désigner un bénéficiaire. Au terme du contrat, l'assuré peut récupérer son épargne pour ses vieux jours. En cas de décès, l'assureur doit trouver le bénéficiaire pour lui verser son argent. Mais ça, c'est de la théorie, dans un monde de gentils assureurs désintéressés et bienveillants. A comme assurance vie. Les amis, c'est le moment de préparer la transmission de notre patrimoine. Le problème, c'est qu'on sait ce qu'on a, mais pas ce qu'on laissera. Dans la pratique, certains ont un peu trop souvent oublié de chercher les héritiers. T'entends ça, Pamela? S'il reste vraiment quelque chose. Il en reste si peu parfois pour les bénéficiaires que l'ACPR, le gendarme des assurances, a infligé de lourdes amendes à 4 des 7 plus grosses compagnies sur le marché français. 3 millions d'euros pour Groupama, 10 millions pour BNP Cardiff, 40 millions pour la CNP, 50 millions pour Allianz. Pierre-Grégoire Marly est conseiller auprès de l'organisme qui a infligé ces sanctions en 2013 et 2014. Cette mauvaise volonté, une fois de plus, elle a été officiellement mise à jour. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une pétition de principe que de dire qu'effectivement il y a eu des négligences très volontaires de la part des assureurs. Mais il ne faudrait pas non plus sombrer dans la caricature. Une fois de plus, c'est un exercice qui est techniquement, humainement, très coûteux et très compliqué. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu de la mauvaise volonté de la part des assureurs. Pour contrer cette mauvaise volonté, l'État avait pourtant cherché à aider les bénéficiaires à retrouver leur argent. C'était il y a 10 ans. Depuis 2005, l'AGIRA est chargée de chercher les assurances-vie dissimulées dans les tiroirs des assureurs. C'est une belle intention. Et voilà comment ça marche. Tous les matins, le facteur amène une avalanche de courriers. Ce sont des Français qui viennent de perdre un proche et qui se demandent si par hasard les assureurs ne leur devraient pas un petit quelque chose. Chaque jour, nous recevons les courriers de tous les particuliers ou les notaires ou tous les organismes qui peuvent être à la recherche d'un contrat d'assurance vie. Donc on reçoit entre 200 et 300 courriers par jour. Il est trié ici et ensuite il va aller vers les services qui sont chargés de gérer donc, ces demandes. Je vais vous indiquer l'endroit où les gestionnaires traitent l'ensemble des courriers. C'est parti pour une petite visite guidée. Dans ce bureau, 5 personnes vérifient d'abord que les dossiers sont bien complets. Ça commence par l'état civil du demandeur. Alors là, nous avons reçu un courrier d'une dame dont l'époux est décédé. Donc elle souhaite savoir si elle est bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Donc nous allons traiter sa demande. Donc pour ce faire, nous allons déjà remplir l'essentiel, c'est le bénéficiaire. Donc l'épouse qui nous a contactés. Ce qui est important, c'est le nom d'épouse, mais également
son nom de jeune fille, vraiment pour permettre de l'identifier. Et ensuite, nous allons rentrer donc, les informations de son époux décédé, sa date de décès, son lieu de décès, et nous avons bien l'acte de décès de cette personne. Notre dossier est complet. Ce travail de fourmi sert-il à quelque chose? Car l'Agira n'a pas accès aux fichiers des assureurs. Après la mort d'un proche, les demandes de recherche d'une assurance vie sont simplement transmises aux compagnies. L'Agira n'est donc qu'une boîte aux lettres, un simple intermédiaire. Notre rôle s'arrête effectivement à la centralisation des demandes et à l'envoi. Le fait de vérifier ou de contrôler, ça n'est pas dans la mission de l'Agira. Est-ce que c'est pas une faille dans le système de recherche, le fait que tout est bien organisé pour recevoir le début de la recherche, et puis après ce qui se passe derrière, c'est au bon vouloir de l'assureur qui détient l'argent, quoi. Oui, c'est à lui de gérer et de s'organiser en conséquence. Mais notre rôle, il est encore une fois de faire en sorte que les assureurs puissent répondre le mieux possible et le plus rapidement possible à leurs obligations. D'accord, mais sans moyen de pression sur l'ensemble de la recherche. On n'exerce pas d'activité, de moyens de pression sur les assureurs. Pour aider les bénéficiaires qui recherchent une assurance vie, l'État parie donc sur la bonne volonté de compagnies dont plusieurs viennent d'être condamnées pour leur mauvaise volonté. Mais alors, que font-elles pour donner suite aux demandes d'information de l'Agira? En principe, les compagnies ont des services spécialisés dans ces recherches. Nous en avons contacté plusieurs, mais aucune n'a accepté de nous montrer son travail. Les excuses sont parfois très bidons, comme à la CNP, l'assurance qui a écopé de 40 millions d'euros d'amende. Sa réponse est un chef-d'œuvre de mauvaise volonté. Nous avons essayé de chercher et de trouver des porte-paroles susceptibles de témoigner pour votre reportage. Malheureusement, c'est vrai que nous sommes en pleine période de rentrée et les emplois du temps et les disponibilités de nos porte-paroles sont très très minces. Et malheureusement, nous allons être obligés de décliner cette proposition pour des raisons d'agenda, tout simplement. On a compris qu'ils nous prenaient pour des pigeons, ils nous prennent aussi pour des couillons. D'accord, et à quel moment ils auront un petit peu de temps, vos porte-paroles? Nous avons des plannings qui sont full jusqu'à, je dirais jusqu'au mois de décembre, pas avant. Avec les assurances, on n'a pas de chance. Elles sont censées nous protéger des intempéries de la vie, mais ce sont toujours elles qui se mettent à l'abri. Celle qui protège le mieux l'avenir de chacun. CNP Assurance, assurer tous les avenirs. Bon, restons positifs. Parfois, les assurances se penchent sur notre avenir. Il leur arrive de contacter des bénéficiaires de contrats d'assurance vie. À Angoulême, c'est ce qui est arrivé à Edith. Au printemps 2015, cette retraitée a reçu un courrier de la MMA. L'assurance a décidé de l'informer qu'elle allait recevoir de l'argent 29 ans après la mort de son mari. 29 ans après, j'ai eu la surprise d'être bénéficiaire d'une assurance vie que mon mari avait contactée à la société MMA. Qu'est-ce que vous voulez que je ressente? J'ai été étonnée parce que j'étais pas au courant que je devais toucher quelque chose, donc j'étais étonnée. Donc je les ai contactés par téléphone. Et puis j'ai eu une dame qui m'a répondu, qui m'a dit oui. Elle a dit madame, vous allez toucher un gros capital plus les intérêts. Donc je lui ai fait répéter. Elle m'a dit oui, vous allez toucher une grosse somme et avec des intérêts. Cette grosse somme, Edith l'a attendue pendant 2 mois. Sans nouvelles de la MMA, elle a alerté la presse locale. À peine 5 jours plus tard, elle a reçu un chèque pour règlement de la fameuse fortune. Nous vous informons qu'on va avoir procédé au règlement du capital d'essai du chèque d'un montant de 1 167 €. Je les ai rappelés. Et puis je leur ai demandé le contrat. Et le contrat, ils n'ont jamais voulu me l'envoyer. Tant que je n'aurai pas vu le contrat, signé de la main, je ne toucherai pas le chèque.
Pourquoi la MMA refuserait-elle de transmettre ce contrat, qui n'a pourtant rien de confidentiel? On ne sait rien du tout sur cette assurance vie, on n'a aucun document. Rien ne prouve qu'il n'y avait que cette somme qui lui ont soi-disant versée. Même s'il y avait quelques milliers d'euros, je ne sais pas moi, même si c'est 2 ou 3 000 euros, ça peut toujours lui servir. Mais comme je dis, c'est pas une histoire d'argent. Hein. C'est une histoire d'être honnête, c'est tout. Ouais, on aurait pu se mettre là, mais c'est en plein soleil. Avec sa fille, Edith va se rendre pour la première fois dans l'agence où son mari avait signé son contrat d'assurance vie. Nous les accompagnons en caméra cachée. On m'a dit que c'était ici qu'il fallait une adresse pour la succession de M. Batelier. Ouais. Il avait signé là. En l'occurrence, il faut voir avec notre agent là. Moi, je ne peux pas vous renseigner. Mais on ne peut pas avoir le contrat de cette assurance vie? vie? Je ne sais pas du tout, il faut voir avec mon agent. Moi, c'est le contrat. Mais d'accord. Mais ça veut dire que vous ne conservez pas les contrats qui sont signés par vous, c'est ça? Ah ben après, moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été signé, je ne peux rien vous dire, je ne sais pas. Je serais morte avant que je touche mes... Plus de 6 mois après cette visite, Edith galère toujours pour récupérer son contrat. Pourtant, la MMA nous bassine depuis des années avec son célèbre slogan. Zéro tracas, zéro blabla, MMA. Ça tombe bien. Nous non plus, on n'aime pas les blabla. Alors, on a téléphoné au directeur de l'agence pour lui demander pourquoi il a mis 29 ans à retrouver Edith pour lui donner son argent. Nous, on n'a pas le moyen, on ne peut pas aller voir un généalogiste pour, encore une fois, pour aller pêcher les gens. Et ça, on aimerait bien que les journalistes le disent à un moment donné. Nous, on a un nom. Donc, comment voulez-vous retrouver? Alors après, c'est son épouse, hein. C'est pas non plus des recherches ébouriffantes. C'est son épouse? Oui, c'est son mari qui est décédé. Donc, retrouver l'épouse d'une personne, c'est pas non plus des recherches... Étonnant, oui. Ah ben, vous voyez, je suis pas au courant du dossier. Je suis pas du tout au courant. D'accord. Et elle nous dit aussi qu'elle n'arrive pas à obtenir le contrat, et donc on lui donne des chiffres, et il n'y a pas de décompte, enfin qu'elle ne sait absolument pas à quoi correspond cette somme. Ouais. Moi, je peux pas vous renseigner plus avant. Il faudrait que vous appeliez Angoulême et que vous voyez... L'assureur nous renvoie vers l'agence qui nous avait conseillé de le contacter et qu'il dirige avec sa femme. À ce stade-là, ce n'est pas que de la mauvaise volonté, c'est aussi une sacrée dose de mauvaise foi. C'est toujours la même ritournelle avec les assureurs. Quand il s'agit de retrouver les bénéficiaires, les recherches seraient difficiles, presque impossibles à mener. Pourtant, quand ils le veulent vraiment, ça n'a pas l'air si compliqué. Patrice Lebec est détective privé à Paris. Depuis 2 ans, il travaille pour une grosse compagnie d'assurance dont nous avons promis de taire le nom. Son agence est chargée de retrouver des bénéficiaires d'assurance vie dont les coordonnées sont incomplètes, parfois même inexistantes. Chaque mois, il en recherche une 30aine. La journée commence par l'ouverture d'un tableau qui m'est envoyé par la compagnie d'assurance, qui va reprendre l'ensemble des assurés qui ont contracté un jour un contrat d'assurance vie, qui est en déshérence. On a globalement leur identité. Il y a une clause bénéficiaire qui indique, par exemple, mes héritiers, mes enfants ou une personne désignée. Ça change à chaque fois. Et on va commencer par l'analyse de ce tableau, qui est très important pour le début des recherches. Ce matin, l'enquêteur doit retrouver une bénéficiaire prénommée Martine. Problème, elle ne porte pas le même nom que le signataire du contrat. Donc là, le bénéficiaire, c'est juste un nom, c'est tout, pas de date. Un nom et un prénom sans date de naissance. On n'a pas d'autres éléments de l'état civil. Donc ce qui est assez compliqué. Donc il ne faut pas hésiter à poser des questions dans le voisinage, on a une adresse, etc. ou auprès du secrétariat de la mairie. On ne désigne pas quelqu'un dans un contrat d'assurance vie si on n'a pas un lien affectif, familial ou autre. Donc il y a certainement un lien dans l'environnement de vie de la personne assurée au départ. Pour trouver Martine, l'enquêteur contacte la mairie de la commune où vivait le souscripteur décédé. Bonjour madame, je suis Patrice Lebec, on a un cabinet d'enquête recherchant les bénéficiaires de contrats d'assurance vie. Et il y a une personne qui est décédée chez vous, qui s'appelle monsieur Robert. Et qu'est-ce que vous voulez savoir par moi?
Savoir si vous connaissez déjà, parce que c'est une petite commune. Vous pouvez nous adresser une demande, si vous voulez, par mail. Oui. Et on vous donnera une réponse après. D'accord. Si vous avez des informations à nous communiquer, par retour de courrier, moi, j'en serais très satisfait. Bon, c'est bien. Là, la prochaine étape, c'est quoi? C'est par écrit, on va respecter ce que l'agent administratif a voulu. Une demande par écrit, et je vais vous demander est-ce que cette personne avait des enfants, vous connaissiez dans l'entourage cette personne, et je pense qu'elle veut nous apporter une information. Une semaine après l'envoi de ce mail, la réponse est tombée. Dans la petite mairie, on connaît bien Martine et son lien avec le souscripteur du contrat. Apparemment, il s'agirait, d'après les informations recueillies, d'une personne qui a vécu maritalement avec l'assuré. Avec une pincée de politesse et un brin de bon sens, Patrice Lebec résout 95% des recherches qui lui sont confiées. Ce n'est donc pas sorcier de trouver ces fameux bénéficiaires. Mais sur la centaine d'agences spécialisées dans ces recherches en France, 5 d'entre elles seulement travaillent régulièrement pour des compagnies d'assurance. Pendant ce temps-là, 1 million de Français n'ont toujours pas récupéré leur argent. Tout porte à croire que les compagnies se refuseraient parfois à le rendre. Voici l'histoire de Médecins du Monde, une association qui reçoit souvent des dons sous forme d'assurance vie. Pour trouver les coordonnées de cette institution, pas besoin d'un diplôme. Mais pour beaucoup de multinationales de l'assurance, cela paraît parfois très compliqué. Catherine Bienvenue reçoit une 60aine de donations d'assurance vie par an. Le plus souvent, les assurances ont mis plusieurs années à retrouver son association. Alors par exemple, on va prendre celui-ci complètement au hasard. Donc là, c'est bon, la CNP, donc organisme que tout le monde connaît, qui nous a saisi, nous précisons que nous avions un contrat d'assurance vie à notre profit. Cette personne, elle est décédée en 2011. Alors là, le décès est relativement ancien parce que donc la CNP, alors que nous sommes nommément désignés dans le contrat, ne nous a pas saisis au moment du décès. Maintenant, la compagnie n'a peut-être pas eu l'information du décès. La CNP n'a pas fait son travail pour savoir si la personne qui avait souscrit le contrat était vivante ou pas, puisqu'ils ont mis 5 ans à s'en apercevoir. Tout à fait. Là, ils n'ont pas cherché, ou c'est un dossier parmi des milliers de dossiers. Et effectivement, après, c'est un problème de ressources humaines et d'énergie très importante à développer. Il est vrai que quand c'est une association comme Médecins du Monde qui est bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, c'est très facile de nous retrouver. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de décès qui remontent à 2002. Et on a une bonne quantité en ce moment entre 2002 et 2009. Chez l'enquêteur privé, Patrice Lebec, nous avons fait le même constat en filmant discrètement la liste des bénéficiaires qu'il était chargé de retrouver. Ces recherches portaient sur des contrats dont les assurés sont parfois décédés depuis plus de 20 ans. De nombreux assureurs semblent jouer la montre avant de rendre l'argent. Et quand ils se décident enfin, ils oublient souvent de justifier des sommes qu'ils nous doivent. Les sommes qui nous sont versées, on les prend bien entendu nettes. Malheureusement, on ne peut pas vérifier si c'est exactement la somme qui nous est due, car nous n'avons jamais les contrats d'origine. On prend pour argent comptant, si je peux me permettre, ce que nous dit la compagnie d'assurance. C'est vrai qu'on ne peut pas vérifier. Selon Médecins du Monde, les compagnies ne communiquent jamais les contrats d'assurance. Une pratique totalement illégale qui n'a pas échappé à l'autorité de contrôle des compagnies d'assurance. Est-ce qu'on peut dire moi j'ai pas le contrat ou moi je veux pas vous communiquer le contrat? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Non, parce que vous êtes débiteur d'une obligation avec un certain montant qui a été convenu avec le souscripteur à l'époque évidemment où il était vivant. Et donc, bien entendu, vous devez être au courant du montant de votre obligation à partir du moment où le créancier, en l'occurrence le bénéficiaire, vient vous demander. Mais là c'est un vrai problème parce que... C'est un vrai problème. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a aucun assureur qui communique le contrat. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de vide quand même? Si, je pense que c'est un problème qui risque de se poser de manière récurrente sur tout ce stock de contrats qui est en train d'être géré actuellement par les assureurs. S'ils n'ont pas conservé la trace de ces contrats, le contenu de ces contrats, alors effectivement, on va se trouver en présence de contentieux
sur la responsabilité des assureurs et sur la détermination, in fine, du montant qui était dû aux assurés. Ça, c'est un véritable problème. En nous cachant les contrats, ils dissimulent les montants qu'ils nous doivent, mais aussi les intérêts que cet argent génère. Au Sénat, un parlementaire se bat depuis des années pour empêcher les compagnies d'empocher ces intérêts. Avant 2008, les assureurs pouvaient les encaisser à leur profit après la mort des souscripteurs. Voilà pourquoi, selon Hervé Moret, ils ne seraient pas pressés de retrouver les bénéficiaires. Ça montre très clairement que c'est un effort que les sociétés d'assurance n'ont pas envie de faire. Parce que c'est du travail. Et du travail pourquoi ? Du travail pour se séparer de sommes que sans ça on pourrait garder. Donc la nature humaine étant ce qu'elle est, on peut comprendre que les assureurs préfèrent ne pas faire d'efforts pour rendre de l'argent que sans ça ils garderaient. Mais c'est pas pour autant que c'est recevable et acceptable. Le délai, c'est ça ? Fin 2008, la loi s'est durcie. Mais de nombreuses compagnies ont rusé pour détourner encore et toujours ces précieux intérêts. En 2008, on leur a dit si vous devez prévoir dans le contrat les modalités de revalorisation du capital garanti entre le moment où vous êtes décédé et le moment où l'assureur est en mesure de verser le capital garanti. Et là encore, c'est vrai que les pouvoirs publics, la Cour des comptes notamment, a pointé du doigt des négligences, d'abord des clauses de revalorisation qui n'étaient pas claires, ou alors qui décidaient que finalement la revalorisation n'interviendrait qu'au bout d'un an après le décès. Non. Là, le législateur est intervenu en 2014 pour décider que cette revalorisation du capital garanti, elle doit avoir lieu dès le jour du décès. À partir de 2016, les compagnies devraient donc rendre à leurs bénéficiaires les intérêts des contrats d'assurance vie dès le décès de leurs proches. Enfin, normalement, si elles respectent les nouvelles règles, en vérifiant par exemple si leurs clients sont toujours vivants, d'un simple clic sur un fichier de l'AGIRA. Les assureurs ont l'obligation maintenant d'interroger systématiquement, au moins une fois par an, le fichier donc, qui est mis à disposition par l'AGIRA, donc des personnes décédées, pour l'ensemble de leur portefeuille, donc de tous leurs assurés. On va par exemple prendre un cas un peu générique. On a une personne qui s'appelle Dupont, avec un prénom Jacques, et puis par exemple qui est né en 1950. Là, par exemple, en ayant interrogé sur Dupont-Jacques, né en 1950, vous voyez qu'on a 4 personnes décédées qui correspondent à ces critères-là. Et donc, on peut informatiquement interroger le fichier pour vérifier si le souscripteur d'un contrat d'assurance vie est décédé ou est encore en vie. Mais de la même façon, c'est aussi la possibilité de vérifier qu'un bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie est en vie ou au contraire décédé. Et donc, on a engagé les recherches en conséquence. Cette fois-ci, les assureurs vont-ils jouer le jeu et l'État les y contraindre ? Rien n'est moins sûr. Car, voyez-vous, le ministère de l'économie a des petits problèmes d'argent en ce moment. 2000 milliards de dettes que l'épargne de l'assurance vie finance à hauteur de 20%. En 2011, Bernard Spitz, le grand Manitou du syndicat des sociétés d'assurance, l'a d'ailleurs rappelé à l'État, histoire de mettre les points sur les i. Notre message est simple. Quel est le premier pilier de l'épargne longue en France ? Vous le savez tous, c'est l'assurance vie. Mais ce que vous ne savez peut-être pas tous, c'est la place primordiale que cette assurance vie représente dans le financement de l'économie française. Et que de ce point de vue, l'assurance vie, oui, est le poumon de l'économie française. À mots feutrés, le patron du syndicat des assureurs rappelle à l'État que personne n'a intérêt à rendre l'argent. Quand les assureurs ne trouvent pas les bénéficiaires, la totalité de la mise tombe en effet dans les caisses de l'État. Avant, c'était au bout de 30 ans. Avec la nouvelle loi, c'est au bout de 10 ans seulement. Et ce qui a été choisi en 2014, et c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours continuer à améliorer les textes, c'est de dire, au bout de 10 ans, les sommes non réclamées, elles partent à la Caisse des dépôts. Et donc on voit bien qu'il y a quelque part une volonté de l'État, certes que ces fonds ne restent pas forcément dans les sociétés d'assurance, mais pas forcément qu'elles aillent à leurs bénéficiaires.
Alors effectivement, on peut dire que la Caisse des dépôts se servira de ces fonds pour des motifs d'intérêt général, mais voilà, le jour où vous allez souscrire un contrat d'assurance vie pour Monsieur X ou Madame Y, ce que vous souhaitez, c'est que le moment venu, bien la somme que vous aurez souscrite, elle aille à cette personne et qu'elle n'aille pas à la Caisse des dépôts, ni qu'elle reste dans la société où vous avez souscrit votre contrat. Comme dit la célèbre chanson, on nous cache tout, on nous dit rien. Mais alors, le ministère des Finances va-t-il demander aux assureurs de rendre l'argent avant ce délai fatidique de 10 ans? Franchement, on aimerait bien y croire. Mais on n'y mettra pas notre main à couper. Car nous allons vous raconter une autre histoire qui nous rappelle ces fameuses paroles. On nous informe vraiment sur rien. C'est l'histoire d'une autre grande promesse, l'autre placement préféré des Français, l'épargne retraite. C'était un énorme marché. La génération des années 70, des millions de salariés nourris au plein emploi, avaient les moyens d'épargner pour assurer leurs vieux jours. José Riveau fait partie de ceux-là. En 1993, ce professeur de français a souscrit à un produit financier nommé CREF. Une complémentaire retraite rassurante, réservée au personnel de l'éducation nationale. C'était un produit, j'allais dire, maison éducation nationale. Et donc, par exemple, sur un tableau en salle des professeurs, on pouvait trouver, on avait connaissance de ce produit. De même, la presse syndicale faisait aussi état de ce complément de retraite complémentaire. La mutuelle promettait de bons résultats et une gestion rigoureuse. Si vous voulez, tout était géré par le bénévolat. Il n'y avait pas effectivement d'intermédiaire à rétribuer, il n'y avait pas de dividendes à verser. Ça semblait offrir un maximum de garanties. Avec son offre désintéressée, cette société à but non lucratif devait offrir à l'enseignante un joli complément pour sa retraite à 60 ans. Pendant 10 ans, elle a versé 249 € par mois en moyenne. Cette somme devait lui assurer une rente de 251 € par mois, quelle que soit la durée de sa retraite. C'est le principe de la solidarité avec les mutuelles. Les retraités qui vivent longtemps perçoivent plus qu'ils n'ont versé grâce à l'argent de ceux qui meurent plus jeunes. Enfin, ça c'est sur le papier. On me promettait un complément de retraite quand j'ai souscrit, par rapport à la somme que j'avais investie, un complément de retraite de 3 020 €. Par an. Et puis, au fil du temps, les versements effectués ont augmenté de façon substantielle. J'ai noté sur 10 ans une augmentation d'environ 40%. En revanche, la rente qui m'était promise, elle, baissait de 25%. Et à l'arrivée, cette rente se réduit à 2 224 €. Et puis voilà. Depuis 2004, José perçoit donc une rente de 185 € par mois au lieu des 251 € promis. Je me suis sentie trahie et, si vous voulez, j'ai perdu confiance dans la mutualité. Puisque, si vous voulez, ce qui était présenté comme une gestion rigoureuse ne l'était pas. Et ensuite, pour certains, c'était un bénévolat qui était sacrément lucratif. Les dirigeants de cette mutuelle désintéressée s'intéressaient bien plus à leur train de vie qu'à la santé financière de leur société. C'est ce qu'a découvert un ancien magistrat de la Cour des comptes. À la fin des années 90, Guillaume Prache se penche sur les relevés de compte de sa mère qui cotise pour la retraite complémentaire CREF. Quand on a regardé de plus près le fonctionnement de ce régime, en regardant
les règlements et les documents qu'on avait à notre disposition. Et en interrogeant donc les dirigeants du greffe, puisqu'ils nous avaient aimablement reçus, on s'est aperçu qu'en fait, ils n'avaient pas en caisse de quoi répondre à cette promesse, à cet engagement de fournir une retraite à vie et en plus indexée sur les traitements des fonctionnaires. Notre première réaction face au dossier du CREF, ça a été de mettre en garde tout de suite d'abord tous les épargnants en disant attention, ne mettez pas de l'argent dans un régime qui n'a pas les moyens de ses engagements. 450 000 fonctionnaires ne le savent pas encore, mais ils vont bientôt perdre 30 à 60% de leur épargne ou des rentes qui leur étaient promises. Ils vont d'abord découvrir que leur argent finançait des dépenses fastueuses, comme dans cet immeuble d'un quartier huppé de la capitale, où 2 dirigeants bénéficiaient gratuitement de vastes appartements. La plupart des dirigeants avaient des appartements de fonction entièrement payés par les adhérents du CREF et à leur insu, ainsi que d'autres avantages, des voitures de fonction, des frais de séjour, des frais de transport, des indemnités diverses et variées, des souscriptions à des assurances, etc. Ça a été tenu entièrement à l'insu, effectivement, des adhérents. Et c'est seulement lorsque un groupe d'adhérents qui se sont constitués en association ont pu obtenir des copies par la bande de ce rapport, puisqu'ils n'ont jamais voulu le rendre public, que l'on a pu porter plainte là-dessus. Dans le courant de l'année 2000, l'ancien magistrat a mis la main sur un rapport tenu secret de l'IGAS, le gendarme de l'État qui contrôle la bonne gestion des dépenses sociales. Guillaume Prache réalise alors que la mutuelle dissimule un gouffre abyssal dans ses caisses. Ce rapport est catastrophique, c'est-à-dire que il met à jour peut-être le plus grave scandale de l'épargne qui ait jamais eu lieu en France. Il est marqué effectivement noir sur blanc dans ce rapport de contrôle que le CREF avait en provision 6 milliards de francs. Il aurait dû en avoir 17 milliards. Il manque donc 11 milliards de francs, excusez du peu, c'est-à-dire 1,6 milliard d'euros. C'était un système de cavalerie où le régime comptait sur les cotisations futures et les adhérents futurs, qu'il essayait toujours de recruter davantage, pour payer les adhérents anciens qui partaient à la retraite. Alors d'abord, évidemment, s'il n'y avait plus d'adhérents futurs ou moins de cotisants futurs, le régime explosait. Et en plus, c'était totalement illégal. Le code de la mutualité prévoyait à raison qu'un régime comme cela, à adhésion totalement facultative et individuelle, soit intégralement provisionné. C'est-à-dire que l'argent dû aux adhérents actuels, il est bien en compte, en portefeuille, dans le régime, dans la mutuelle. Pourquoi cette énorme tromperie a-t-elle été dissimulée par l'État ? En 2001, des épargnants floués portent plainte. La justice découvre que la mutuelle a acheté plus de 350 appartements dans les beaux quartiers de Paris, pour y loger entre autres son personnel, soi-disant bénévole. Au même moment, Renaud Lecadre enquête lui aussi sur ce splendide parc immobilier. Ce journaliste d'investigation apprend qu'il a servi à faire de beaux cadeaux à des amis politiques. Alors ce sont les anciens locaux de la mutuelle, qui ont aujourd'hui été vendus, mais ils sont situés dans un beau quartier parisien, à 2 pas des Champs-Élysées. L'enquête pénale a permis de révéler que certaines associations proches du Parti socialiste étaient hébergées gracieusement dans les locaux de la mutuelle. Comment expliquer ces faveurs octroyées à la galaxie socialiste ? Le président de la mutuelle est un ancien ministre de François Mitterrand. Il était aussi le bras droit du député François Hollande. Voilà pourquoi René Tolade se serait montré si généreux avec ses copains du PS depuis qu'il a pris la tête de la mutuelle en 1974. Alors le premier nom apparu au dossier, c'est celui de François Mitterrand en personne, car la mutuelle hébergeait dans ses locaux une association intitulée « Avec François Mitterrand », dont l'intitulé se passe de commentaires. On voit bien l'objet social de cette association. Deuxième apparition en scène, c'est Daniel Mitterrand,
en tant que fondatrice de l'association Cause Commune, également hébergée gracieusement par la mutuelle. Rien que pour Cause Commune, le manque à gagner pour la mutuelle était l'équivalent de 24 000 € de loyer, soit 156 000 francs de l'époque. Pendant 2 ans, le trésorier de cette association hébergée aux frais des épargnants était un certain François Hollande. En 2006, les policiers en charge de l'enquête n'ont d'autre choix que de l'interroger. Il est alors devenu le patron du Parti socialiste, un VIP qu'il convient de ménager. L'interrogateur en lui-même, il a duré quelques minutes. Il fait une page et demie. Vous voyez, ça commence là. Ça tient en 2 pages. Donc on lui demande quelques précisions sur l'hébergement de Cause Commune, dont il était trésorier. Alors, Hollande répond que cette association avait peu de moyens. Je le savais comme trésorier. Que cette association est hébergée dans les locaux de la mutuelle, comme d'autres associations, je le savais, mais je n'avais pas connaissance des conditions du bail. J'ignorais même s'il y avait un bail ou pas. Manifestement, c'est un trésorier peu impliqué dans le fonctionnement de l'association. On lui laisse dire qu'il ignorait tout, que ça ne savait même pas signer un bail. On lui fait parler de René Tellade, mais uniquement sur le plan de leur relation politique. Et ensuite, la dernière question, parce qu'il n'y a que 3 questions durant cet interrogatoire, on lui demande pourquoi y a-t-il une telle campagne contre vous. Voilà la question que se posent les enquêteurs. C'est une espèce de simulacre d'audition. François Hollande et les autres responsables politiques ne seront pas poursuivis par la justice. Mais en 2014, le collectif de José Rivaux a finalement réussi à faire condamner les ex-dirigeants de la mutuelle pour leur train de vie de nabab avec l'argent des épargnants. Bonjour Jean-Didier. Bonjour. Très bien. Le combat a duré 13 ans pour les 10 000 plaignants de l'association, aujourd'hui présidée par Jean-Didier Mazuka. C'est effectivement une mission quasi impossible dont nous sommes quand même arrivés à bout puisque nous avons pu mener cette action de groupe devant 3 juridictions. Des juridictions pénales, civiles et administratives. Est-ce que vous les avez gagnées, ces procédures? Oui, toutes. Les 3. Toutes. Au pénal pour les privilèges des dirigeants, au civil pour les fausses promesses de la mutuelle, à l'administratif pour le laxisme de l'État. Les épargnants floués ont gagné tout leur combat judiciaire. Mais ils ont perdu la bataille de l'argent, qu'ils ne récupéreront jamais. Ces gens-là, en 2002, ont subi un coup de rabot de 16%. En novembre 2014, ils ont encore pris 33% de coup de rabot. Et si on additionne l'inflation qui n'a pas été mise en œuvre, plus les 16%, plus les 33%, en gros, les gens ont perdu par rapport à leur retraite du départ pratiquement 60%. C'est-à-dire que vous auriez dû toucher 100 €, vous ne touchez plus que 40 €. Seulement 20% de ces pertes seront remboursées par l'État, jugé coupable de négligence. Car la mutuelle qui a vendu cette complémentaire bancale s'est mise en cessation de paiement. Mais elle a fait peau neuve. C'était en 2002. Hey, quoi? Avec Corem, si t'épargnes dès maintenant, au moment de ta retraite, tu touches une rente à vie. Ah ouais? Tu sais pas? Découvrez la rente à vie Corem en appelant le 3612. Adieu le CREF et ses mauvais comptes. Bienvenue à sa remplaçante et sa belle parure. Une nouvelle mutuelle, une nouvelle rente à vie. Ce que la pub ne dit pas, c'est que cette nouvelle complémentaire traîne de vieilles casseroles. Elle a hérité des épargnants floués du CREF et de son énorme dette. Un détail important qui a échappé à Bertrand Jacquet comme aux 56 000 nouveaux adhérents de Corem. En 2008, cet agent administratif de l'Université de Lyon a succombé au charme de ce produit auprès de la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale qui le commercialisait. Quand je suis venu dans les bureaux de la MCN, une secrétaire administrative m'a reçu, m'a expliqué ce qu'était brièvement
Corem et ce à quoi je pouvais m'attendre. La personne qui m'a vendu ce produit m'a rassuré dans le fait que c'était un produit fiable, stable. Je crois que ma retraite va avoisiner les 1 000 €, mais je ne sais pas vraiment, je n'ai pas tout à fait calculé, mais je crois que malheureusement ça devrait être le cas. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à avoir cette centaine d'euros mensuels de plus. Un produit fiable et stable, ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Pendant 6 ans, cet adhérent de 48 ans a versé 7 500 € sans se poser de questions. Mais en octobre 2014, il a reçu un courrier plutôt désagréable. J'ai mal réagi, j'ai eu un choc, réellement, puisque quand j'ai reçu ce courrier donc daté du 9 octobre, ce à quoi je pensais préparer ma retraite de façon sereine, cela s'est effondré en fait, parce que 2 années supplémentaires m'étaient demandées. Au lieu de bénéficier de ma retraite à 60 ans, je devrais attendre 62 ans, donc 2 années de plus pour donc en bénéficier. À partir de cette date, Bertrand Jacquet a commencé à découvrir le passif de sa retraite complémentaire. Il a déposé plainte contre sa mutuelle pour tromperie. Je ne savais absolument pas que le CREF était lié au Corem. D'ailleurs, je ne connaissais pas le CREF. On m'a caché la situation réelle financière de Corem, absolument. On me l'a caché, je n'étais absolument pas au courant des dérives qui se sont déroulées ces dernières années. Pourquoi une institution honorable comme la Mutuelle Générale de l'Éducation nationale n'a-t-elle pas informé ses clients de la mauvaise santé financière de Corem ? À l'agence lyonnaise qui a vendu le produit à Bertrand Jacquet, nous allons découvrir en caméra discrète que la MGEN a cessé de vendre cette complémentaire retraite. Bonjour, est-ce que vous avez des prospectus sur un produit qui s'appelle Corem ? On ne propose plus, nous, le Corem. Ah bon ? Et ça fait combien de temps que vous proposez plus ? Ah, ça fait 1 an, d'accord. Vous savez qu'on demande aux mutuelles qu'il y ait une solvabilité de titre des fonds. La MGEN a préféré se mettre en retrait en attendant de renflouer les Que Corem soit solvable. Voilà, en gros, c'est un peu ça, oui. Depuis la métamorphose de la CREF en Corem, le déficit de cette nouvelle complémentaire retraite n'a cessé de croître. Il est passé de 1,5 milliard à près de 3 milliards d'euros. Voilà peut-être pourquoi les épargnants de Corem doivent désormais cotiser jusqu'à 62 ans pour éponger la dette. Même si le président de l'Union des mutuelles de retraite prétend le contraire, avec beaucoup d'aplomb. Lorsqu'on est cotisant et que l'âge limite passe de 60 à 62 ans, cela sous-entend qu'effectivement, si vous partez avant l'âge de 62 ans, vous avez une partie de votre rente qui est diminuée, puisque les 100% de rente sont à 62 ans. Mais c'est la règle qui a été faite partout, qui tient compte d'un allongement de la durée de la vie et du fait qu'il nous faut nous adapter sur un produit long aux réalités actuelles. En 2010, l'âge minimum de départ à la retraite a été repoussé de 60 à 62 ans. Le contrat Corem serait, selon son président, lié à cette nouvelle loi. Visiblement, ce patron sûr de lui ne surfe pas beaucoup sur le site officiel de sa mutuelle, qui affirme tout le contraire de ce qu'il nous dit. Le fonctionnement du régime est autonome de la situation légale de tout régime de retraite. Voilà qui est bien embêtant pour le président. D'autant que l'avocat de Bertrand Jacquet a lu les mêmes informations que nous dans le contrat de son client. Les 2 années de cotisation supplémentaires ne font pas partie de l'accord initial.
quand on vous dit, mais ça de toute façon, c'est le problème en général des retraites, c'est la faute à la démographie, on ne peut pas faire autrement, il faut décaler l'âge de départ à la retraite qui va être de plus en plus tard. Mais ça, c'est un argument qui est valable pour le régime général, qui ne concerne absolument pas les régimes privés. Or, le CREF-COREM était un régime privé, il a été commercialisé comme n'importe quel produit, et une mutuelle qui fait appel public à l'épargne a des obligations légales strictes qui doivent être respectées. On n'a pas le droit de mentir aux gens quand ils organisent leur revenu de fin de vie en fonction d'une épargne qu'ils vont constituer et qu'ils ont besoin de sécuriser. Complémentaire retraite ou assurance vie. Prenez garde aux bonimenteurs de l'épargne et à leur mariage parfois trompeur. Ils vous passent la bague au doigt, promettent de couler de vieux jours paisibles ensemble, puis ils donnent un grand coup de canif dans le contrat. Mais dans ces mariages-là, le divorce est impossible. Alors on fait avec et on y laisse des plumes.